On va s'intéresser aujourd'hui à une période absolument charnière pour l'histoire des communautés juives en Europe, le XIVe siècle. C'est un siècle de crise profonde, oui, mais aussi un siècle de transformation radicale qui a complètement redessiné la carte du monde juif pour des centaines d'années. Cette citation, elle dit tout. Elle pose le décor d'une manière assez brutale, mais très juste. On parle de persécutions, d'épidémies, de migrations forcées. C'est une succession de catastrophes qui a vraiment mis à l'épreuve la survie même de ces communautés. Alors pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord regarder le contexte. Quelles sont ces pressions extérieures qui ont fait de ce siècle une ère de crise? En fait, l'Europe du XIVe siècle est en pleine ébullition. D'un côté, on a des monarchies qui deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus centralisées. Elles veulent contrôler leur territoire, unifier leur peuple, et ça laisse peu de place aux minorités. Ajoutez à ça des crises économiques, des famines, des troubles sociaux, et vous avez la recette d'une tempête parfaite. Le climat devient extrêmement tendu, et les communautés juives, elles, deviennent des boucs émissaires tout trouvés. Et cette chronologie, elle montre bien l'escalade tragique. 1306, c'est un premier coup de tonnerre, la première grande expulsion de France. Ensuite, entre 1347 et 1352, c'est l'apocalypse, la peste noire. Elle ravage l'Europe, et dans la panique générale, on cherche des coupables. Ça mène à des massacres de masse absolument terribles. Et le siècle se termine comme il a commencé, mais en pire. En 1394, l'expulsion définitive de France, qui met fin à des siècles de présence juive dans le royaume. Pour comprendre cette violence, il faut voir la nature des accusations. Elles sont complètement folles, sans aucun fondement, mais terriblement efficaces. On accuse les Juifs d'empoisonner les puits pour propager la maladie, de profaner des hosties, et même d'un grand complot pour détruire la chrétienté. Ces calomnies, elles transforment la peur des gens en une haine pure, et ça justifie les pires atrocités. Alors, face à cette hostilité mortelle en Europe de l'Ouest, que faire? Pour beaucoup, il n'y a qu'une seule solution viable: partir. C'est le début d'un mouvement migratoire immense, un vrai déplacement du centre de gravité de la population juive vers l'Est. Et là, on voit vraiment deux Europes. C'est un contraste saisissant. À l'ouest, que ce soit en France ou dans les territoires germaniques, la vie juive est devenue un enfer, un danger de tous les instants. Mais à l'est, en Pologne, en Lituanie, c'est une autre histoire. Les rois et les princes locaux, eux, ils voient l'arrivée de ces communautés comme une opportunité économique. Alors ils leur offrent une protection, des droits pour s'installer. Pour des milliers de familles, c'est la promesse d'un refuge, d'un nouveau départ. Mais attention, la réponse à la crise, elle n'est pas seulement géographique. Fuir, c'est une chose. Mais face au chaos, les communautés vont aussi puiser leurs forces à l'intérieur d'elles-mêmes pour survivre. Il ne suffisait pas de faire ses bagages et de partir. Il fallait aussi se renforcer de l'intérieur. Pour faire face à cette précarité extrême, les communautés ont resserré les rangs. Elles ont consolidé leur structure sociale, leur organisation juridique, leur vie spirituelle. C'était une véritable stratégie de survie culturelle. Et au cœur de ce renforcement spirituel, il y a un mot qui devient de plus en plus important, la Kabbale. C'est un courant mystique qui cherche à décoder le sens caché des textes sacrés, à comprendre le plan divin derrière les épreuves. Dans une période de souffrance aussi intense, la Kabbale offre des réponses ou au moins un sens, là où la raison pure semble impuissante. Et ça, c'est fascinant, parce que ça montre que la réponse à la crise n'est pas du tout monolithique. D'un côté, on a donc le mysticisme de la Kabbale qui gagne énormément en popularité parce qu'il offre du réconfort et du sens au plus grand nombre. Mais de l'autre, le rationalisme, hérité du grand philosophe Maïmonide, reste très influent, surtout parmi les élites, qui continuent de chercher des réponses à travers la logique et la philosophie. Et sur le plan très pratique, comment on fait pour tenir? Eh bien, on se raccroche au droit. La loi juive devient un pilier central. Deux outils en particulier deviennent cruciaux. Les responsa, qui sont des réponses écrites de rabbins à des questions juridiques complexes de la vie de tous les jours, et les takanot, qui sont des décrets adoptés par la communauté elle-même. Ces deux outils permettent d'adapter la vie juive aux nouvelles réalités et de souder la communauté. Bon, alors, au final, quel est le bilan de tous ces bouleversements? Quel est l'héritage de ce siècle si terrible et si transformateur pour l'avenir du judaïsme européen? Le bilan, on peut le résumer en 3 points. D'abord, un déclin dramatique, quasi total, de la vie juive en Europe de l'Ouest. Ensuite, conséquence directe, l'Europe de l'Est devient le nouveau cœur battant du monde ashkénaze. C'est là que tout se passe désormais. Et enfin, paradoxalement, la crise a eu pour effet de renforcer les traditions intellectuelles et juridiques, qui sont devenues des socles encore plus solides pour les siècles à venir. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce siècle n'a pas été juste une période noire. C'était un véritable creuset. C'est dans cette fournaise que l'avenir du judaïsme européen a été forgé, et ce, pour les 500 années qui ont suivi. Les structures démographiques, culturelles, spirituelles, tout a été redéfini à ce moment-là. Et tout ça nous laisse avec une question bien plus large, une question qui dépasse le cadre de l'histoire juive. Face à une catastrophe qui menace son existence même, comment une culture fait-elle pour, non seulement survivre, mais parfois aussi pour se réinventer,
se transformer? C'est une réflexion qui, je crois, reste incroyablement pertinente aujourd'hui.